Les concepts sous-jacents dont nous parle Grinder dans Structure of Magic, et qui sont les concepts sous-jacents au métamodèle dans la PNL, c'est premièrement que la PNL, il n'y a pas de différence de structure entre la PNL et la grammaire générative et transformationnelle. Pour Grinder, c'est la même chose. La PNL, c'est de l'application de la grammaire générative et transformationnelle. Donc, il n'y a pas de différence. C'est une carte, en fait. Donc, c'est une réduction. Il dit dans le livre que la PNL est une réduction du modèle chomskien, il le dit lui-même, hein, mais c'est une réduction efficace dans un domaine qui est le domaine thérapeutique, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait que le domaine thérapeutique. Le deuxième présupposé, c'est donc que le langage ne fait pas que d'écrire, il permet d'accomplir des actes. Et le troisième présupposé, c'est le présupposé qui est lié à la philosophie de l'esprit. Historiquement, la philosophie du langage, les philosophes du langage sont les équivalents des linguistes en Europe. Les philosophes du langage aux États-Unis, c'est l'équivalent des linguistes. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jerry Fodor, qui a beaucoup travaillé, qui a été un des disciples de Chomsky aussi, qui s'en est séparé après, et qui a une théorie qui est que l'esprit est modulaire. C'est-à-dire que l'esprit, c'est un ensemble de capacités, ce n'est pas une seule capacité. Et ça, c'est très, très visible dans le modèle que donne Grinder. Fodor, c'est un chomskien, mais il dit, en fait, il n'y a pas une intelligence ou il n'y a pas une façon de faire, c'est des capacités qui sont mises en rapport entre elles. Après, il est revenu un peu sur sa théorie, il a un peu modifié. Et surtout, chez Fodor, il nous dit qu'il n'y a pas de différence majeure entre le langage et la pensée. Il le montre dans la modularité de l'esprit. Il nous dit en fait, la pensée c'est du langage, c'est simplement pas le langage qu'on entend, c'est simplement pas le langage qu'on apprend, mais la pensée c'est forcément un langage. Il appelle ça le mentalé, M-E-N-T-A-L-A-I-S, the mentalese. Hein. C'est-à-dire que la pensée est structurée comme le langage. Et c'est pour ça que le langage permet de véhiculer la pensée. C'est qu'encore une fois, c'est le principe de Korzybski. Il y a une sorte de ce qu'on appelle d'homologie. Il y a une même structure entre le langage et la pensée. Sinon, ça ne pourrait pas marcher. Donc, ça veut dire donc qu'on peut, et c'est le troisième présupposé, qu'on peut récupérer une partie des processus de pensée de quelqu'un si on sait observer le langage qu'il utilise. Donc ça, c'est le troisième présupposé, le troisième domaine des concepts sous-jacents. Et donc, pourquoi, à la base de tous les autres modèles, c'est le métamodèle et les outils du PNL? Pourquoi? Bien, je vais donner quelques exemples. La relation entre le métamodèle et l'expérience cognitive, elle fait partie de ce qu'on appelle la linguistique cognitive. J'ai cité Chomsky. Il y a un livre qui a été, je sais que Christian le connaît, il y a un livre qui est paru dans les années 72, que les PNListes de l'époque ont beaucoup lu, de Lakoff et Johnson, et qui a été traduit en français par les métaphores de la vie quotidienne, si ma mémoire est bonne, the metaphor we're living in, we're living by. Les métaphores de la vie quotidienne, où Lakoff et Johnson, qui sont deux profs de linguistique, ce n'est pas des pénalistes du tout, c'est des gars très sérieux. Lakoff, il travaille maintenant avec le langage politique. Et son dernier livre, d'ailleurs, je vous le cite, son dernier livre d'il y a 3-4 ans s'appelle How to Think, Don't Think at an Elephant. Ne pensez pas à un éléphant. Et donc, Lakoff et Johnson ont fait une étude qui est assez passionnante. Moi, j'aime beaucoup ce livre aussi, je sais que Christian l'aime bien aussi, pour nous montrer que la plupart des la plupart des représentations linguistiques que nous avons sont des métaphores. En fait. Elles sont implicitement des métaphores, tout simplement parce que le langage lui-même, nous n'avons pas d'accès direct à la réalité. Le langage est une sorte d'écran. Et par exemple, alors eux, ils prennent l'exemple par exemple, d'une argumentation qui est oui, j'ai poussé mes arguments, je lui ai répondu ça, à un moment donné, il a voulu me pousser dans mes retranchements, mais je me suis bien défendu. Donc, c'est la métaphore du conflit. Je parle d'une argumentation, mais métaphoriquement, je parle d'un conflit. En fait. Mais il y a autre chose moi, sur quoi j'ai travaillé, c'est le temps. Le temps, nous n'en avons pas d'expérience directe.
l'être humain n'a pas de sens d'équipement sensoriel pour le temps. En fait, si on est privé, si on est dans une pièce noire pendant, on sait bien, hein, désorienté pendant un mois, on ne saura même plus combien de jours on a passé et on est incapable de savoir combien d'heures. C'est impossible. On a un sens qui est lié à l'espace, ça s'appelle le sens proprioceptif, je crois, s'il y a des spécialistes là, hein, qui nous permet de, même les yeux fermés, etc., de savoir, grosso modo, le rapport qu'il y a entre le mur et nous. Mais on n'a pas de sens lié au temps. Le temps, donc, c'est donc une dimension importante de l'être humain qui n'est exprimable que par le langage. Et dans le langage, en fait, on l'exprime sous forme d'une métaphore. Si je dis, bah, là, franchement, j'ai pas le temps, je le dis souvent, hein. Là, franchement, j'ai pas le temps. En fait, c'est faux. Parce que le temps, c'est le même pour tout le monde. Une seconde pour vous, c'est une seconde pour moi, c'est une réalité physique. Une heure pour vous, c'est une heure pour moi, c'est une réalité physique. Quand je dis je n'ai pas le temps, en fait, je ne dis pas j'ai pas le temps. C'est là où le métamodèle est intéressant parce que c'est là où on voit qu'il y a des omissions. Je ne dis pas, et une distorsion, je ne dis pas je n'ai pas le temps. C'est pas ça. Je l'ai le temps, j'ai une heure. Simplement, ce dont je parle, ce n'est pas du temps. C'est des actions que je dois mener. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas le temps, j'ai une heure. Et si je n'ai pas eu le temps, ce n'est pas parce que ma journée s'est rétrécie et qu'elle n'a fait que 22 heures. Si je n'ai pas eu le temps, c'est parce que je n'ai pas pu faire, accomplir tous les actes que je devais accomplir. Donc je ne parle pas du temps, je parle de moi. Je parle de mes actions. Donc on voit bien ici, vous voyez, c'est une application du métamodèle, mais qui est une application dont on n'a pas l'habitude, parce que quelqu'un nous dirait, j'ai pas le temps de faire ça, on ne songerait pas à appliquer, enfin peut-être vous songeriez, mais je ne songerais pas forcément à la base à appliquer le métamodèle. Et pourtant, on est dans une splendide omission ici qui est liée à la métaphore du temps. En fait. Nous n'avons qu'une seule façon de parler du temps, c'est la métaphore spatiale. En fait, nous rabattons le temps sur une métaphore purement spatiale. La ligne de temps, c'est spatial. Mais le temps, il n'est pas spatial. Mais sauf que nous avons des sens, un équipement sensoriel qui nous permet de nous représenter l'espace, et de nous orienter dans l'espace. On n'en a pas qui nous permettent de nous orienter dans le temps. Donc, c'est plus facile. Et toutes les techniques, vous aurez remarqué d'ailleurs que toutes les techniques de PNL utilisent de manière implicite cette métaphore spatiale du temps. Que ce soit le changement d'histoire de vie, que ce soit la réempreinte, que ce soit la recherche transdérivationnelle, je crois que ça s'appelle comme ça, on aura couché dehors. Et tout ça, c'est lié tout bêtement à une représentation, une métaphore donc spatiale du temps. Si on n'a pas cette métaphore spatiale du temps, ça ne marche pas. Alors, il se trouve que les gens, les clients ou les patients ou les gens avec qui on travaille sont très gentils et qu'ils vont avoir la même que nous. C'est bien, c'est pratique. Mais en fait, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'omission. Hein, ça ne marche pas comme ça le temps, et bien évidemment. Et donc, quand on est through time, ou enfin, quand on est à travers le temps, ou quand on est de l'autre côté, eh bien, ça signifie que c'est une métaphore, en fait, pas une réalité. Donc, ça veut dire que quand on pose ces questions-là, on crée, d'une certaine façon, cette réalité. Alors évidemment, la personne va dire non, moi c'est plutôt, je suis plutôt à travers le temps, ou au contraire, je suis plutôt dans le temps. Mais c'est juste la transformation, on est toujours dans la grammaire transformationnelle, c'est juste la transformation d'une expérience, de quelque chose qu'elle ressent, dans la métaphore qu'on lui propose, qui est une métaphore spatiale. Il n'y a aucune raison pour que cette métaphore spatiale soit vraie. On la considère comme vraie. Donc, la linguistique cognitive, Chomsky, Lakoff, Johnson nous indiquent qu'il y a une relation très particulière entre, et c'est pour ça que ça fonctionne, entre la manière dont on pense et la manière dont on utilise le langage. Deuxièmement, là c'est plutôt moi, il y a une relation, alors je ne pense pas que Grinder l'ait faite, mais elle peut être faite entre ce qu'on appelle le domaine sémiotique, puisque le métamodèle, en fait, d'une certaine manière, peut nous donner accès à la manière dont la personne construit la signification.
entre la structure profonde, ce qu'elle vit, son expérience et la manière dont elle se représente son expérience, et la structure superficielle, la manière dont elle l'a dit, comme on l'a vu, il y a des filtres. Il y a des choses qui sautent ou pas. Et ça, c'est sémiotique. La sémiotique, c'est la sémios en grec, c'est le signe, c'est-à-dire c'est la discipline qui s'occupe de la signification. Et la sémiotique européenne, elle est partie de quelqu'un qui s'appelle Yemlef, je ne sais jamais comment ça se prononce, c'est un danois, peu importe, qui dit, grosso modo, on a de la signification à chaque fois qu'on met un plan de l'expression en rapport avec un plan du contenu. Un signifié avec un signifié, si on veut. Mais c'est plutôt un plan d'expression avec un plan du contenu. Et c'est typiquement ce qui se passe dans le modèle PNL du métamodèle, puisqu'on met en rapport un plan de l'expression qui est la structure superficielle, comment la personne exprime les choses, et un plan du contenu qui est le contenu que j'ai moi, en moi, qui n'est pas communicable en tant que tel, mais que je vais pouvoir communiquer partiellement avec l'expression que j'ai. Et donc tout le travail, c'est de mettre en rapport, et c'est le travail de la sémiotique d'ailleurs, c'est de mettre en rapport le plan d'expression et le plan du contenu. C'est ce qu'on appelle le modèle du code, c'est-à-dire l'idée, c'est un concept sous-jacent, elle n'est pas prouvée cette idée, et même peut-être que dans certains cas, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est quand même bien pratique. L'idée que tout langage fonctionne comme un code, c'est-à-dire donc que partager des significations, c'est d'abord partager un code, et ensuite faire l'émetteur, récepteur, etc. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dan Sperber, qui a bien montré qu'il y a des moments où c'était inférentiel. Mais en tout cas, pour une partie, et pour la partie qui nous intéresse, ça a l'air de fonctionner comme ça. Et l'intérêt, c'est que si on le fait fonctionner comme ça marche bien. Il y a une autre partie de la sémiotique dont je ne parlerai pas, mais qui pourra donner des pistes, j'ouvre des pistes, qui est liée à quelqu'un qui s'appelle Charles Sanders Peirce, vous connaissez peut-être, qui est un philosophe linguiste américain de la fin du 19e siècle, qui a créé une sémiotique tout à fait particulière, très intéressante, qui est triadique, avec le représentamène, l'objet, l'interprétant, les règles d'interprétation. Et cette sémiotique est assez intéressante si on l'applique encore une fois au langage et au métamodèle pour essayer de voir comment on peut raffiner ce modèle-là. La sémiotique de Peirce, c'est ce qui a inspiré quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui s'appelait Umberto Eco. Je pense que tout le monde a entendu parler d'Umberto Eco avec Edmond Larose, Paul de Foucault, mais c'était aussi un professeur de sémiotique et il est parti de la sémiotique de Peirce. Donc la plupart des outils de la PNL sont issus, j'essaie d'avancer, sont issus du métamodèle. Je vais essayer de montrer pourquoi et comment. Donc de cette différence entre structure profonde et structure superficielle. Si on prend le VACOG, c'était la remarque d'Abdelhakim tout à l'heure, effectivement, si on prend les systèmes de représentation, c'est le fait, et notamment les accès oculaires, si on regarde le rapport entre les accès oculaires et les systèmes de représentation, c'est exactement le même rapport dans le métamodèle entre les structures superficielles et les structures profondes. C'est la même chose. Ça vient exactement de la même chose. C'est-à-dire, on a des indices, on a des signes, et ces indices et ces signes sont relatifs à une structure profonde qui est ici un système de représentation. Donc c'est pareil. Sauf que ça ne fonctionne pas de manière linguistique cette fois-ci, c'est-à-dire avec la langue, ça fonctionne purement de manière sémiotique. Peirce dirait des indices, c'est-à-dire que les mouvements oculaires sont des indices de ce qui est en train de se passer en termes de représentation. Tout comme ce que je suis en train de dire, c'est un indice de la manière dont je structure mon expérience en structure profonde. Donc c'est la même chose. Et c'est logique que les systèmes de représentation de VACOG et sous-modalités soient arrivés après le métamodèle. Ils ne pouvaient pas arriver avant. Pas possible. Si l'on prend association-dissociation, on a bien évidemment le même modèle, puisque quand on a le métamodèle, on dissocie d'abord les structures superficielles des structures profondes, et puis après on les réassocie, c'est-à-dire on regarde ce qui permet de passer de l'une à l'autre. Donc c'est tout à fait normal que le principe association-dissociation ait fonctionné à plein, et que ce principe-là ait été finalement mis au jour par Grinder à partir de ce que faisaient Bandler et Putzlik, c'est-à-dire ils le faisaient d'une manière naïve, on va dire, et Grinder leur a dit, mais là, ça, à un moment donné, il leur a dit, mais là, tu vois, là, tu
tu dis, il s'associe à son expérience, et là, il se dissocie à son expérience, le principe des chaises, si vous connaissez la Gestalt, etc. Et c'est exactement toujours le même principe, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, il faut séparer les choses et qu'ensuite, il faut les réunir. De la même manière, donc je fais un petit travail rapide comme ça, de la même manière que la ligne de temps, comme je l'ai montré, c'est un traitement métaphorique du temps avec une structure profonde et une structure superficielle, c'est-à-dire que je vais regarder comment la personne structure son temps, je lui pose un certain nombre de questions et après je vais en déduire la manière dont elle-même vit le temps, à travers le temps, dans le temps, etc. Et souvent, ce traitement du temps, il est linguistique en fait. On a appris à traiter le temps d'une manière linguistique. Nos verbes sont des verbes linguistiques. Il y a quelqu'un qui s'appelle Edward T. Hall, qui est un anthropologue, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le langage silencieux et la danse de la vie après. Dans le langage silencieux, il étudie, c'était un contemporain de Bateson, hein, qui correspondait avec Bateson, il étudie le langage des Indiens Hopi, qui sont des Indiens du Pueblo, quelque part vers le désert du Mojave. Et ces Indiens Hopi, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas dans leur langue quelque chose qui permette d'exprimer de manière très précise le futur ou le passé. C'est une sorte de présent assez général. Et effectivement, il leur arrive un certain nombre de choses intéressantes, c'est-à-dire que, en fait, eux, ils raisonnent vraiment d'une manière spatiale. Quand ils structurent le temps, ils le structurent d'une manière spatiale. Ils ne sont pas au même endroit, donc ils ne sont pas au même moment. Ils ne peuvent pas dissocier le temps de l'espace où ils sont. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas les outils linguistiques pour ça. Il le montre dans le bouquin, c'est assez marrant. Le bouquin a été traduit en français, il a été bien traduit d'ailleurs. Moi, je l'ai lu en français. Et donc, l'idée du temps, c'est vraiment un traitement souvent linguistique de ce temps. Quelqu'un qui parle tout le temps au futur, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le présent, ça c'est une évidence. Et si vous avez déjà travaillé, c'est mon cas, avec des gens qui ont une anxiété, voire qui ont une TAG, hein, qui ont un trouble anxieux généralisé, vous apercevrez que du point de vue des structures linguistiques, sont des gens qui gomment totalement le présent et qui ne parlent que au futur. Donc, ils sont sans arrêt en train d'anticiper, hein, d'anticiper négativement, bien sûr, mais d'anticiper quelque chose qui, pour eux, a autant de réalité, voire plus que le présent. Puisqu'ils sont dissociés de leur expérience du présent, ils ont autant de réalité. Ça aussi, c'est une omission. Hein. C'est-à-dire, on est encore une fois dans le principe qu'il n'y a que des omissions. L'omission, c'est l'omission de l'expérience telle qu'elle est en train de se produire à ce moment-là, maintenant. Ils sont en train de filtrer complètement leur expérience, le filtrer par la linguistique, des phénomènes linguistiques, et donc de polariser. Évidemment, quand je suis en train de parler là, je me dis, bon, bah, peut-être que dans une heure, ça va se finir, je vais aller manger, etc. Il y a plein de choses qui apparaissent, et je le filtre, je suis dans l'expérience là tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je vais me faire à manger. En revanche, quelqu'un qui fait des anticipations négatives linguistiquement, et ce ne sont pas des catégories strictes du métamodèle tel qu'on les apprend, mais il suffit de les écouter, d'écouter la conjugaison de leurs verbes, et ça sera toujours au passé, ça sera toujours au futur, au conditionnel, voire au subjonctif. C'est-à-dire des verbes, l'indicatif c'est le mode de la certitude, c'est plutôt le mode du présent. Des verbes qui sont toujours des verbes, et parfois même, ça sera du futur, et uniquement du futur, c'est-à-dire un avenir. Qu'est-ce que le futur? C'est un avenir qui est jugé comme certain. Si je dis demain je vais au boulot, demain j'irai au travail, c'est du futur, demain j'irai au travail. Demain je vais au boulot, c'est du présent. Je suis de plus en plus sûr. Et demain je peux me faire renverser par un autobus. Je n'arriverai pas au boulot. C'est une possibilité, je vais essayer d'éviter, mais c'est une possibilité. Donc, le futur, je l'envisage. Là aussi, quand je dis ça, c'est une omission. C'est une omission qui n'est pas gênante dans ma carte du territoire, parce que je ne vais pas dire demain, j'irai au boulot, si je ne me fais pas renverser par un autobus, si je ne me fais pas agresser par un junkie, bon, j'en finis plus, quoi. Je ne vais plus y aller au boulot. Ce n'est pas possible. Mais en revanche, je sais que je suis en train de produire quelque chose qui est une omission, parce que le futur n'est jamais certain. Sauf que moi je le sais, mais que quelqu'un qui est sans arrêt dans des anticipations négatives va avoir des anticipations pour tout, ne va plus relier ça. Moi, ce que je dis, quand je dis demain, demain j'irai au boulot, je suis en train de dire la journée de demain sera comme la journée d'aujourd'hui.
Ce que j'ai omis, c'est simplement le fait que ça peut changer. Mais sinon, je suis en train de dire, aujourd'hui, je suis allé au boulot, demain, c'est vendredi, il faut que j'aille au boulot, donc puisqu'aujourd'hui, j'y suis allé, demain, je vais y aller. La personne qui vit des anticipations négatives, linguistiquement, elle va pas du tout considérer quand elle parle, en tout cas, et quand elle est sur l'emprise de son anxiété, elle ne va pas du tout considérer la journée d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, ou son moment présent. Elle va juste considérer ce qui est après et qui devient réel comme le présent, puisque le présent, elle l'a gommé. D'accord ? Et ça, ce sont des catégories linguistiques que l'on repère très facilement, sauf qu'il faut les repérer par rapport, ici, par exemple, aux conjugaisons des verbes, et pas aux éléments du métamodèle qu'on a l'habitude de repérer. Mais si on lit correctement Structure of Magic, on s'aperçoit que Grinder faisait beaucoup d'autres choses que simplement repérer les éléments que nous, on a eus en cours de... Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais les éléments que moi, j'ai eus lors de la formation de la PNL. Hein, il y avait des indices beaucoup plus fins qu'il utilisait. Je pourrais en donner quelques exemples si je les retrouve. Voilà, donc j'étais sur la ligne de temps. Sur les métaprogrammes, alors pourquoi j'avais commencé par dire, ça va être sur la métaprogramme, ça va être un peu la fin de cette grosse partie. Sur les métaprogrammes, pourquoi les métaprogrammes sont, à mon avis, totalement issus du métamodèle, même si, de manière assez curieuse, mais là ça s'explique autrement à mon avis, Grinder pense que les métaprogrammes ne font pas partie de la PNL. Alors, je pense que les métaprogrammes ne font pas partie de la PNL parce qu'il s'est engueulé avec Bandler et que c'est lui qui a... Enfin, c'est Leslie Cameron Bandler et Bandler qui ont créé ça. Mais aussi peut-être parce qu'il pense que les métaprogrammes, il n'y en a pas besoin dans la mesure où le métamodèle fournit tout ce qu'il faut. Et je vais essayer d'expliquer ça. Les métaprogrammes sont des filtres perceptuels. Donc, pour ceux qui ont bossé un peu sur les métaprogrammes, sur les lab profiles, sont des filtres perceptuels qui sont organisés sous la forme de polarité. Aller vers, s'éloigner d'eux, des choses comme ça. Et donc, comme ce sont des filtres, ça agit effectivement comme des filtres qui permettent d'enlever, d'omettre des informations. Si j'ai un filtre particulièrement développé du type s'éloigner d'eux, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma structure profonde, je vais regarder essentiellement les problèmes et les difficultés. Et je vais essayer de les résoudre. Dans le cas le plus extrême, s'il n'y en a pas, je vais en inventer. Mais la plupart du temps, je vais entre je veux réaliser ce projet et je veux résoudre les difficultés afin de pouvoir avancer dans ce projet, la différence est très fine. C'est juste une façon perceptuelle de considérer les choses, c'est-à-dire c'est juste une façon linguistique de les dire, mais la linguistique, elle est liée à la manière dont moi, dans ma structure profonde, je suis conscient des choses. Soit je suis conscient des obstacles, soit je suis conscient du but. D'accord ? Donc il y a bien un rapport dans les métaprogrammes, puisqu'ils sont linguistiques, ils se repèrent de manière linguistique, toujours, si vous avez fait le Lab Profile par exemple, hein, vous savez, ils se repèrent de manière linguistique et c'est une application pure et simple du métamodèle, mais à un niveau qui est plus fin, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser uniquement aux suppressions et aux filtres qui nous permettent de supprimer de l'information. Donc forcément, le filtre, il est soit complètement à 0, soit complètement à 10, ça nous donne les polarités et ça nous donne un certain nombre de filtres. Alors, vous savez que les métaprogrammes ont commencé par en avoir une soixantaine, et puis après on les a réduits, puis après on les a réaugmentés, enfin, etc. On n'est pas d'accord tout simplement parce que c'est du langage et c'est un découpage a priori de l'expérience linguistique et que ce découpage, c'est chacun qui le fait et qu'il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est pas possible. Quand on bosse dans la linguistique, on sait qu'il ne peut pas y avoir de vérité là-dedans. Mais c'est vrai que 60, c'est beaucoup trop, que 6 ou 7, c'est peut-être un peu juste, un peu léger. Bon, entre les deux, il y a de la marge. Mais en tout cas, les métaprogrammes, ce sont ces filtres perceptuels qui filtrent l'information qui parvient à la structure profonde. Et d'ailleurs, encore une fois, vous savez que c'est en percevant et c'est en posant des questions sur le plan linguistique qu'on va pouvoir récupérer ces métaprogrammes. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que ces métaprogrammes, ils ont été découverts ou mis au jour quand? Ils ont été découverts et mis au jour dans les années, tout début des années 80 par Leslie Cameron Bandler, qui à l'époque était la femme de Richard Bandler. Et ils se sont aperçus à un moment donné qu'ils faisaient tout bien, c'était nickel ce qu'ils faisaient, et que le client ne changeait pas quand même. Que la même stratégie qui chez certains clients fonctionnait,
exactement la même ne fonctionnait pas chez d'autres. Ils se sont dit, c'est quand même bizarre, ça. Il y a un truc quelque part. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, il doit y avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, tout Richard Bandler qu'il était? Il est revenu sur les bases. Et il s'est dit, il faut voir ce qui se passe d'un point de vue linguistique. Parce qu'un métaprogramme, c'est qu'est-ce qui se passe d'un point de vue linguistique. Il a réappliqué le métamodèle, mais sur des niveaux beaucoup plus fins. Il a dit, voilà, là, il y a un truc. Là, il y a un truc, là, il y a un truc. Et donc là, ça veut dire, pourquoi il appelait ça les métaprogrammes? Il aurait pu appeler ça le métamodèle, hein. C'est-à-dire, c'est tous les filtres du métamodèle, en quelque sorte, qui permettent de filtrer l'information, qui permettent de dégager une information qui n'est pas bonne. Alors, tant que ça fonctionne, on en a tous, tant que ça fonctionne, c'est très bien. Quand ça ne donne pas un résultat efficace, on se dit, il vaudrait peut-être mieux fonctionner différemment. Et je sais qu'à un moment donné, c'était un des ateliers PNL, on avait travaillé sur les métamodèles, et il y avait quelque chose qui était, est-ce qu'on peut changer des métamodèles? On peut changer un métamodèle de la même manière qu'on peut changer une représentation de la réalité avec... est-ce qu'on peut changer un métaprogramme? De la même manière qu'on peut changer une représentation de la réalité avec le métamodèle. Voilà, c'est purement linguistique. Il n'y a pas d'autre solution que de changer un métamodèle de manière linguistique, c'est-à-dire de faire réapproprier, voire de faire prononcer un certain nombre de phrases à des personnes avec la polarité inverse. Donc, bon, j'ai essayé de balayer aussi bien les systèmes de représentation, association, dissociation, ligne de temps, métaprogramme. On voit bien que tous ces outils ont un lien organique avec le métamodèle et que c'est ce métamodèle en fait qui a permis d'inventer tous ces outils. Je ne dis pas que c'est le seul outil possible, je ne suis pas en train de dire avec le métamodèle vous avez l'intégralité de la PNL, je le remets au cœur, parce qu'on dit toujours le métamodèle est au cœur de la PNL, mais en fait on ne sait jamais pourquoi exactement, et je pense qu'il est au cœur de la PNL pour ça et à cause de ça. Donc j'ai fini ma grosse deuxième partie, en bon prof, je m'arrête, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je sais que ça faisait beaucoup de choses, j'ai ouvert plein de pistes, mais avant de parler des pistes d'évolution, je voudrais savoir s'il y a des questions, si Tu je vous ai m'entends? perdu. Oui. Oui. Je voulais savoir si dans ton récit, quelle place tu faisais à Gregory Bateson, parce que tu es passé de Pearls avec la grammaire transformationnelle, Oui. Chomsky, et puis tu es passé à Erickson. On sait très bien que Bateson, c'est lui qui a indiqué Erickson et Oui. qu'il a l'école de Palo Alto, en plus, en général, a dû jouer un rôle. Où est-ce que Ouais. tu le situes dans l'histoire? Alors, Bateson, lui, il a travaillé sur pas mal de choses, dont la communication, mais sur le plan éthologique. Notamment, il a travaillé sur la communication des dauphins. Si tu as lu ses bouquins, Steps Towards an Ecology of Mind, le deuxième volume, il est consacré pour beaucoup, enfin, il y a au moins 3 articles sur la communication des dauphins. Alors, Bateson, c'est quelqu'un, alors je le situe sur un plan épistémologique déjà. Bateson, c'est quelqu'un qui n'était pas un linguiste, mais qui s'intéressait, c'était un anthropologue au départ, donc il s'intéressait aux systèmes de communication qui n'étaient pas forcément des systèmes de communication linguistiques. Donc effectivement, Bateson, ça a été, je dirais, si je le situe de manière historique, ça a été le point où la PNL 1.0 a basculé vers la PNL 2.0, ce que j'ai appelé la PNL 2.0, c'est-à-dire quelqu'un qui a articulé, comme tu l'as dit, c'est eux qui leur a donné accès à Milton Erickson. Alors, probablement qu'ils avaient déjà, d'après ce que j'ai compris, qu'ils avaient déjà dans l'idée d'aller le voir, mais Milton Erickson ne voulait finalement enseigner qu'à des gens qui étaient médecins. Il y avait une prévention contre les gens qui n'étaient pas médecins. Donc, probablement, c'est Bateson qui a servi de courroie de transmission parce que la recommandation de Bateson a valu exception pour Erickson. Mais en tout cas, le principe de Bateson, alors on dit souvent que Bateson a apporté quelque chose en PNL qui est l'aspect systémique. Moi, je suis un vieux systémicien, alors je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans parce que c'est un peu différent, mais je pense que d'une certaine façon, c'est vrai, sauf qu'il faudrait décrire ce que c'est qu'un système pour Bateson et ce que c'est qu'un système précisément, et que pour aller vite, un système, ce n'est pas différent d'un modèle, en fait. Un système, ce n'est pas quelque chose. Un système, c'est une représentation de quelque chose. Et un système, c'est une représentation de quelque chose, notamment
Alors, la classique phrase, un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction entre eux et dont la somme est plus importante que toutes les parties, ne décrit pas un système, elle décrit une structure. C'est l'analyse structurale. Un système, ce n'est pas tout à fait ça. Un système, c'est ça plus autre chose. Effectivement, qu'il y a des fonctions d'émergence dans un système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les relations entre les éléments vont faire émerger des fonctions qui n'existaient pas dans les éléments. On cite toujours l'eau, hein, hydrogène, oxygène, quand ça se met, il y a des propriétés, c'est de la flotte, non, c'est plus du tout l'hydrogène et l'oxygène. Mais surtout, la vision de Bateson dans du système, c'était que finalement, la personne interagissait avec son environnement et que finalement l'explication des comportements d'une personne n'était pas, et ça a été effectivement quelque chose d'important pour la PNL, notamment en deuxième génération, l'explication du comportement d'une personne n'était pas liée simplement à ce que dit Chomsky ou ce que disait Grinder, c'est-à-dire ces structures, on s'intéresse à ces structures superficielles ou ces structures profondes, c'est l'interaction entre la personne et son environnement, c'est-à-dire donc le système tel qu'il le voyait. Et un système, il est toujours modélisable en sous-système d'information, sous-système de décision, sous-système d'opération opératoire. C'est toujours 3 sous-systèmes qui sont à l'intérieur de n'importe quel système. Enfin là, je m'étends considérablement sur le métamodèle, tu me pousses au vice. Mais bon, rapidement. Et donc, c'est lui qui a apporté un peu cette vision-là de la fameuse PNL systémique qui, à mon avis, a été plus quelque chose, je donne mon avis, il ne vaut que pour moi, mais pour moi, cette fameuse PNL systémique a été plus du déclaratif que réellement quelque chose qui a été intégré à la PNL. Palo Alto a réellement fait du systémique avec la prescription du symptôme. D'ailleurs, ils ont presque que ça, hein, que la prescription du symptôme. Enfin bon, ils ont fait du systémique. Dans la PNL, ça a été l'idée que finalement, les comportements des personnes pouvaient s'expliquer ou étaient des messages vis-à-vis d'une situation. Ça, c'était vraiment l'idée de Bateson. C'est-à-dire l'idée de Bateson, ce qui était l'idée de Palo Alto, c'était qu'il est impossible de ne pas communiquer. Donc, nos comportements sont des messages. Et ils sont des réponses à des messages. Et donc, il n'y a pas d'intelligibilité d'une personne hors de son contexte. On ne peut pas comprendre une personne hors de son contexte. C'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas vraiment passé dans la PNL. Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas, mais c'est dans les paroles, oui, mais je ne vois pas de technique ou de modèle de PNL qui intègre réellement ça, en fait. Je n'en connais pas. Alors, il y en a peut-être, hein. Si vous en connaissez, vous me les donnez, je suis preneur, ça m'intéresse. Mais moi, je n'en ai pas trouvé. En revanche, effectivement, Bateson a joué un rôle majeur dans le fait que la PNL a basculé, et quand je dis basculer, ce n'est pas du tout négatif, vers le modèle ericksonien. Le modèle ericksonien d'intervention qui était, plutôt que de se fatiguer, c'était le modèle de Bandler, hein, plutôt que de se fatiguer à poser des questions de métamodèle pour savoir ce qui a été enlevé, pour le remettre, etc., on ne va pas s'emmerder, on va plonger le gars en hypnose, il va se débrouiller avec son inconscient, moi je vais boire un café, et quand je reviens, c'est fini. Grosso modo, ça a été un peu ça. Non, mais c'est vrai que ça a été un peu ça, quoi. Ça peut fonctionner, avec ou sans café. Mais ça a été la deuxième façon de faire de la PNL. Et donc, d'une certaine manière, cette PNL-là a ignoré ou a minimisé la partie métamodèle. Ce qui fait qu'elle a très bien fonctionné sur un plan thérapeutique, mais beaucoup moins sur un plan de formation ou même sur un plan stratégique, etc. Parce que si on est avec des cadres d'entreprise, on ne va pas les plonger en hypnose pour leur dire de se démerder avec leur inconscient. Même si ça pourrait être une bonne idée pour certains cadres que j'ai rencontrés, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc Bateson, il a vraiment apporté ces choses-là, et c'est vrai que celui qui a été l'élève de Bateson et qui a essayé de mettre ça, c'est Diels, bien sûr, hein, qui a suivi les cours de Bateson. Je ne suis pas persuadé, je ne veux pas être critique sur Diels, mais je ne suis pas persuadé. Il y a des choses de Diels qui sont intéressantes quand il a travaillé chez Fiat. Et je pense qu'il s'est souvenu, là, pas mal de Bateson. Mais je ne suis pas persuadé qu'on a attiré énormément de fruits en PNL, et ça serait peut-être un chantier à ouvrir. Je trouve. Voilà, ça, à mon avis, une occasion manquée, peut-être.
Mais parce qu'ils étaient tellement fascinés par Ericsson, je pense qu'ils ne pouvaient pas non plus courir 2 chevaux à la fois, quoi. Enfin, c'était déjà énorme, il me semble. Alors, je voudrais questionner, je sais pas, c'est linguistique, peut-être il y a de l'omission, mais tu dis filtrer, choisir, hein, les Ouais, métaprogrammes, etc. ouais, Filtrer, ouais, choisir. Alors, ouais. qui choisit? Ah ben voilà, l'idée de la PNL, c'est tout l'idée du mouvement humain dont est issue la PNL. C'est-à-dire, c'est l'idée de réincorporer du choix dans la personne par rapport à son modèle du monde. Ça, c'est l'idée du potentiel humain. Dans les faits, je suis d'accord que ce sera plutôt peut-être le coach ou le thérapeute qui, lui, a plus de choix forcément puisqu'il est dissocié. D'accord? Mais je vais donner un exemple parce que ta question est assez intéressante. Je vais me replonger dans mon bouquin et c'est assez intéressant. Voilà ce qu'il dit. Il y a un choix. Ce que tu dis est vrai parce qu'il y a un choix au niveau du thérapeute. Si je prends le mot thérapeute, bon, puisque là, c'est que des exemples de thérapie. Il y a un choix au niveau du thérapeute et il y a un choix au niveau de la personne. Ils ne se passent pas au même moment et ils ne sont pas au même niveau. Alors, voilà ce qu'il dit, c'est page 60, 50, etc. Je vais peut-être même donner un exemple. Non. Il donne à un moment donné, il donne, attends, je vais essayer de faire ça dans le plan. Je vais essayer de faire ça correctement. J'avais, ouais, ça vient par là. J'avais un exemple intéressant qui était ici. Alors, là, je pense, ouais. C'est dans cette partie-là. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, c'est la page 46, Challenging Deep Structure. Donc, il s'agit effectivement de tester un petit peu la structure profonde. Et il donne un exemple de dialogue avec un thérapeute et un client. Donc, le client et le thérapeute. C c'est le client et T, c'est le thérapeute. Et donc, il nous dit, je sais traduire à la volée, comme les pièces manquantes de la structure profonde du client ont été récupérées, le modèle de l'expérience du client peut devenir plus complet. D'accord? Mais cependant, il peut être encore unclear, il peut être encore brouillé et pas assez précis. D'accord? Pas assez focalisé. Donc, le client dit j'ai peur, I'm scared, je suis terrifié. Je suis terrifié. Que va dire le thérapeute? Il va récupérer la pièce manquante. Par quoi? Of what? Donc, vous voyez, une mission. Le client va dire par les gens, people. Et donc, ici, il y a une discussion et il nous dit, le thérapeute, encore une fois, il a 3 choix basiques. Il peut accepter le modèle, ce qu'ils appellent unfocused, c'est-à-dire avec l'omission. Hein. Il peut poser une question qui va demander justement de focaliser la pièce manquante, les gens, ou bien il peut imaginer ou il peut inférer ce que le modèle complet pourrait être. D'accord? Donc il a 3 choix. Soit effectivement il accepte tel quel et il poursuit, soit il pose la question, c'est ce qu'il a fait là, of what, soit il ne pose pas la question, mais il se dit, il réfléchit, il se dit, il manque quelque chose et cette chose c'est là. Alors il peut faire ce qu'on appelle une lecture de pensée, ou il peut aussi agir, c'est ce que dit Grinder, selon l'expérience qu'il a et selon ce que lui a dit le client avant, enfin, etc., etc. Et donc, il y a bien un choix du thérapeute. Plusieurs fois, il le rappelle d'ailleurs, ce choix du thérapeute, c'est-à-dire qu'à chaque fois, étant donné que les questions du métamodèle vont réapporter systématiquement énormément de matériel, il n'est pas possible, parce qu'il faut filtrer, il n'est pas possible
de le faire systématiquement. Donc, il va bien falloir que le thérapeute lui-même, mais il faut qu'il le fasse consciemment, mette en place des filtres pour récupérer l'information qui lui semble la meilleure et la plus fine. D'accord ? Donc, il donne quelques exemples. Ici, c'est page 60. Le premier exemple, c'est I feel happy. Je me sens heureux. C'est incomplet. Je me sens heureux à propos de quoi? Pourquoi je me sens heureux? I'm interested in continuing this. Je suis intéressé, ça m'intéresse de continuer ceci. Ça, c'est complet. D'accord? Mon père était en colère. C'est incomplet. En colère, c'est une nominalisation. Il était en colère à propos de quoi? D'accord? Nominalisation, on a transformé en processus, c'est incomplet. Cet exercice est ennuyeux. C'est incomplet. Quel exercice? En quoi il est ennuyeux? Etc., etc. Donc, à chaque fois que le thérapeute ou que la personne, l'aidant, va identifier un processus, et il rappelle que le processus linguistique de l'omission, c'est un processus transformationnel, eh bien, il va essayer de... Enfin, d'abord, il va se demander si, à ce moment-là, il est important de le reprendre, si on peut l'accepter tel quel, ou si, au contraire, il faut inférer quelque chose et aller un peu plus loin. Il y a plusieurs exemples, je n'ai pas le temps de tous les donner, mais il y a plusieurs exemples importants et qui sont même assez fins. C'est-à-dire, page 67, par exemple, il nous dit, voilà, dans la distinction des métamodèles, du métamodèle, quelque chose que nous n'avons jamais appris, je pense, ni vous ni moi, mais peut-être que je fais une lecture de pensée, donc peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas vrai, j'espère. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais appris. Il donne un format pas à pas, une méthode pas à pas, et cette méthode pas à pas, c'est pour les comparatifs et les superlatifs. C'est très intéressant, puisqu'on dit, voilà, premier pas, écoutez votre client, examiner sa surface, sa structure de surface, pour les marques grammaticales des comparatifs et des superlatifs. Plus, moins, meilleur, mieux, etc. Ensuite, dans le cas où il y a des occurrences de comparatifs dans la structure de surface, il faut déterminer quels sont les termes qui sont comparés aux autres. Est-ce qu'il y en a certains qui sont omis? D'accord? Est-ce qu'il y a, par exemple, la phrase classique « Ah bah lui, il est trop ». C'est un comparatif, mais il en manque un bout quand même. Alors bon, ça c'est massif, mais il peut y avoir des choses plus fines. Et dans le cas des superlatifs, nous dit Grinder, il faut déterminer en quoi l'ensemble de références est présent. Comment l'ensemble de références est présent. Et puis, troisième point, pour chaque portion, deleted portion, pour chaque élément omis, il faut essayer de retrouver l'élément qui a été oublié, le matériel qui a été oublié, en utilisant les questions qui sont suggérées. Et donc, il donne quelques exemples. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est très très précis, en fait, à chaque fois, le thérapeute a une sorte de méthode qu'il peut, c'est très linguistique, qu'il peut utiliser ou non, selon qu'il a besoin ou que lui choisit ça. Après, voici ce qu'il dit dans la deuxième classe de la sous-classe, là, clearly and obviously. C'est une seconde catégorie d'omission spéciale qui peut être identifiée par des adverbes. Donc, il donne un exemple. Évidemment, mes parents ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas. Ou mes parents, évidemment, ne m'apprécient pas. Et il dit, notez bien que ces structures de surface peuvent être paraphrasées, c'est bien le principe des phrases noyaux qu'on a vu au tout début, il faut toujours paraphraser, peuvent être paraphrasées par la phrase « Il est évident que mes parents
ne m'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a ici une concaténation, il est évident, proposition principale, que mes parents ne m'aiment pas. Ce n'est pas dans la phrase prononcée, mais c'est effectivement dans une partie de la structure profonde. Et dans ce cas-là, comme il nous dit spécifiquement, le thérapeute demande, d'accord, pour qui c'est évident. D'accord ? Donc là, il a le choix de le demander ou il a le choix de dire je comprends bien que c'est évident pour lui. Grinder le dit, il a le choix de dire je comprends bien que c'est évident pour lui, c'est pas évident pour les autres, mais je choisis de ne pas challenger comme il dit, de ne pas tester le métamodèle là-dessus parce qu'il y a quelque chose de plus important ou de plus efficace ailleurs. S'il le fait, il peut faire reformuler, nous dit Grinder, la phrase au client. Et dans ce cas-là, s'il la fait reformuler, là, il s'agit du choix du client. Comment va-t-il la reformuler? Donc, il y a deux choix. Celui du thérapeute qui est en train d'utiliser ou pas les outils, comme disait, je crois que c'était Raymond Hart qui disait, si vous voulez provoquer une scène de ménage en moins de 5 minutes, appliquez rigidement le métamodèle au moment du repas. Il n'y a pas de problème, la réussite est totale. Donc, effectivement, après, ça dépend du choix du thérapeute. Et puis après, ce choix du thérapeute va déterminer, comme c'est la réintégration des portions manquantes et qu'on a vu qu'il n'y avait que des suppressions, ben ça va déterminer une partie du choix. Le choix, c'est l'hypothèse que le choix de la personne, le choix du client, il est limité par les portions manquantes. Par les portions manquantes dans la structure profonde. C'est une présupposition de la PNL, c'est que nous sommes limités par les portions du monde que nous ne voyons pas, beaucoup plus que par celles que nous voyons. Et donc les récupérer, ben, ça nous permet évidemment de rajouter du choix. Je ne sais pas si j'ai été clair. À fond. Hein? À fond. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Tu évoquais tout à l'heure l'exemple où la personne dit j'ai peur et Oui. on peut ne pas le questionner, on peut voilà. Et dans le bouquin Structure de la magie, oui. Il propose une option qui est de proposer à la personne, enfin comment dire, de faire une lecture, de soi-même faire une lecture de pensée et de proposer à la personne de prononcer la phrase. Donc je lis, la personne dit j'ai peur. Et donc, la thérapeute lui dit je voudrais que vous prononciez la phrase suivante pour voir si elle vous correspond. Deux points, ouvrez les guillemets. Mon père me fait peur. Oui. Et donc, l'idée, c'est après de voir ce que ça provoque, etc. Ça figure dans le livre en anglais. Hein. Oui, oui, voilà. Et oui, c'est ça. Après, quand j'ai lu le truc, ça m'a. J'ai buté là-dessus. Enfin, ça m'a intéressé. Et ma question, c'est quelle est la mesure, dans quelle mesure il y a une part de risque, de danger à faire ça, c'est-à-dire de compléter soi-même et de tester. Voilà. Est-ce que c'est un terrain où il faut aller pleinement ou... Voilà. Alors, il y a deux choses dans ta question. Je vais y répondre. Pour moi, je vois deux choses plutôt. Je vois deux choses dans la question. Donc, la première chose, elle est plutôt technique et la deuxième chose, elle est au niveau des risques. Sur le plan de la technique, cet exemple, je ne sais pas comment c'est dans le livre en français, mais cet exemple, il est assez bien commenté par Grinder et Bender. Et ils nous disent, voilà, effectivement, là, c'est to guess, c'est-à-dire on essaie de deviner, on voit qu'il y a eu probablement dans l'échange avec le thérapeute des éléments qui ont permis au thérapeute d'avoir cette hypothèse, et Bender et Grinder disent il faut bien travailler avec ces hypothèses aussi. Donc, du point de vue technique, en fait, ici, le thérapeute décide de ne pas le tester réellement, enfin, du moins de le tester d'une autre manière, c'est-à-dire de voir la réaction qu'aura la personne en prononçant cette phrase. C'est aussi un test, en fait, mais c'est un test comportemental. Il n'est pas verbal, il est comportemental. Et après ce test, effectivement, il peut avoir, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire que si ça fonctionne et si l'inférence ou si l'hypothèse du thérapeute est bonne, il va l'avoir, il va avoir cette information. Et en même temps, il est tout à fait possible que ça ouvre un autre champ de conscience au client, puisque le client va se rendre compte de la portion manquante, c'est-à-dire c'est pas j'ai peur, c'est j'ai peur de quelqu'un en particulier.
Et ce qui manque, c'est ce qu'ils appellent unfocused, c'est-à-dire ce qui manque, c'est j'ai peur de cette personne. D'accord? Après, quel est le risque? Moi, je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Je pense que tant qu'on reste au niveau du langage, comme les personnes, finalement, la plupart d'entre nous, nous ne pensons pas que le langage nous... Enfin, d'après mon expérience, nous ne pensons pas quand même souvent que le langage nous façonne à ce point-là. Le rapport qu'on a avec le langage, enfin en tout cas nous, peut-être en PNL, on le pense, mais je pense que pour la plupart des gens, enfin moi je travaille tous les jours avec des jeunes adultes, on travaille sur le langage, etc. Ils sont toujours très étonnés quand j'essaie de leur donner des exemples et de leur montrer à quel point, effectivement, la représentation dans un texte littéraire ou la représentation qu'on se fait, ce sont juste des représentations et que ça nous engage nous, et que ce qu'on pensait venir de l'auteur, etc., ça vient de nous en fait. C'est une auberge espagnole un peu, quoi. Ils sont toujours très étonnés. Et pourtant, ils sont obligés de se dire, ah ben oui, c'est vrai, pourquoi? Donc, je crois que le langage est quelque chose de tellement familier, c'est quelque chose qui forme tellement notre réalité, qu'on se sent plus engagé par les paroles des autres que par les nôtres. Quand je dis engagé, ce n'est pas une question de promesse. Hein, je pense qu'on pense plus que ce sont les gens qui peuvent nous blesser avec leurs mots, plutôt que c'est nous qui nous détruisons avec les nôtres. Tu vois, c'est assez fréquent ça. Et donc, le fait de faire récupérer, moi je l'ai fait plusieurs fois, ça, le fait de faire récupérer, de faire prononcer une phrase, c'est assez intéressant. Ça ne marche pas en termes de changement réel de croyance. Enfin, moi, je n'ai jamais pu le faire marcher. En revanche, ça fait bouger les choses. C'est-à-dire que la personne repart en se disant, bah ouais, finalement, le problème, il est là, quoi. Et elle le sait, et elle le sait d'une manière qui est quand même beaucoup plus personnelle, donc beaucoup plus forte, que même si le thérapeute lui a fait dire par une suite de questions. Parce que ce qui pose problème dans la suite de questions, c'est que la personne se sent parfois, et c'est pour ça que Grinder dit à un moment donné, bah, il faut choisir, la personne peut se sentir manipulée par les questions. Et elle peut sortir du truc en disant, ouais, j'ai dit ça, mais à force, il fallait bien que je réponde quelque chose à ces questions. Il me saoulait grave avec toutes ces questions, donc j'ai répondu ça, mais c'est pas vrai. Si la personne le dit et qu'elle sent quelque chose en elle-même quand elle le dit, elle va pas pouvoir se dire c'est pas vrai. Elle va pouvoir se dire ouais, je sais pas si j'ai vraiment senti un truc, mais enfin à l'intérieur ça va quand même bouger, quoi. Donc c'est plus pareil, c'est plus quelqu'un d'extérieur, c'est elle qui a ressenti le truc. Donc je trouve que c'est parfois une bonne technique si on manque un peu de temps, parce que ça va plus vite, et deux, si la personne effectivement, alors effectivement après pour répondre vraiment à ton deux, moi j'ai eu quelques expériences comme ça où ça, faut le gérer, il faut l'anticiper, ou c'était parfois les chutes du Niagara, c'est-à-dire on dit le truc et puis pof, quoi, on a en face de soi, donc il faut avoir la boîte de Kleenex et le machin à proximité parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Le seul fait de le dire, ça ouvre les vannes, quoi, en fait. Mais après, je ne sais pas s'il y a des risques particuliers parce que finalement, le risque, c'est quoi? C'est qu'on retrouve la cause profonde oui, donc, et la vraie raison de ça, c'est-à-dire la portion qui a été mise sous le boisseau, mise sous silence. Bon, alors, temporairement, effectivement, la personne peut se sentir très, très mal. En fait, elle se sent très mal. Après, elle va se dire, je me suis senti très mal parce que j'ai eu justement cette espèce de vérité qui est la manifestation de la réalité, quoi. Donc après, moi, je ne suis pas un thérapeute au sens de thérapeute, donc peut-être qu'il y a des thérapeutes parmi vous qui me diront surtout, il ne faut pas le faire, j'en sais rien. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait prononcer ce genre de phrase comme ça, en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais en interrogeant, c'est-à-dire en disant, voilà, si vous prononcez ça, vous le dites 2 ou 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et la personne dit, ouais, pas de cause. Ou non, bon, non, mon père, ouais, mon père, peut-être, mon père. Donc, ça peut être aussi, l'hypothèse peut être fausse, il faut toujours voir que l'hypothèse peut être fausse. Donc, ouais, bon, mon père fait peur, pas plus que, voilà. Ou ça peut être effectivement la crise émotionnelle, quoi. Mais enfin, la crise émotionnelle, quand on reçoit quelqu'un qui n'est pas bien, il n'y a pas que ça, quoi. Ça peut partir en sucette
n'importe comment, hein, on fait un ancrage qui ne va pas, on fait un truc, ça peut partir vite en vrille, quoi. Enfin, moi, j'ai quelques exemples là-dedans, quoi. Donc c'est pas plus ou moins, quoi, c'est autre chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Mais Tu l'as essayé, tu l'as testé, toi? il y a la question de l'élégance aussi, hein, c'est la Ouais. question de l'élégance et de la responsabilité aussi en tant qu'intervenant, de dire, et on peut aussi créer un cadre en disant, on va faire une expérience, donc c'est un cadre de permission et de sécurité qui fait que la personne va pouvoir prendre ce risque. Et on ne va pas le faire si on sent qu'on la jette sans filet par la fenêtre. Par contre, Oui, on peut bien dire, sûr, tiens, on va ouais. faire une expérience, il me vient ceci, et on va voir si, etc., quoi. Donc, je pense qu'il y a, mais c'est vrai que la question du risque doit être posée. En tout cas, il faut Oui, se la poser. Ça me semble indispensable. C'est pas pour ça qu'on va pas prendre le risque, parce que justement, ça c'est ce que j'appelle l'élégance, c'est-à-dire on va to the point, parce que s'il fallait trouver la réponse par des questionnements, mm, on est parti pour une série de questions, parce que si c'est une tâche c'est ça. aveugle, on n'y Ouais. arrivera pas, quoi. Ou on n'y arrivera pas, ou on va fatiguer la personne, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle tourne autour du pot et qu'on va la fatiguer sans arrêt, quoi. Et ça va se terminer la plupart du temps par quelque chose qui est peut-être, à mon avis, un peu plus potentiellement un peu plus, non pas dangereux, je ne pense pas qu'il y ait vraiment du danger si, comme tu le dis, on met un cadre et on met des choses comme ça, mais potentiellement ça peut partir en vrille plus vite, c'est-à-dire ça va se terminer par une recherche transgénérationnelle, un ancrage, etc. Et là, boum, ça va arriver, quoi. Parce que tant que c'est du langage, on le tient quand même un peu à Hmm. distance, on se dissocie. Quand c'est un ancrage, quand c'est corporel, là, ça part si ça doit partir en sucette, ça part en sucette tout de suite, quoi. Ou alors on ne sait pas faire un ancrage, mais sinon ça part en sucette tout de suite, quoi. Donc effectivement, il y a une question de cadre, mais je pense pas que pour moi en tout cas, je pense pas que ça soit lié à cette façon de faire plutôt qu'à une autre façon de faire. Quelqu'un peut très bien d'ailleurs, avec une succession de questions, moi j'ai eu le cas, la même personne, on va essayer de tourner autour du pot, et va exploser de colère au bout d'un moment. Ça arrive. Ça t'est déjà arrivé aussi. Ouais, tu vois, c'est-à-dire, on pose des questions, les questions du métamodèle, et puis bon, voilà, on essaie. Et puis au bout d'un moment, elle va devenir toute rouge. Merdez avec vos questions à la con, je suis pas venu pour ça, etc., quoi. Et là, c'est pareil, c'est parti en sucette d'une autre manière, mais c'est quand même parti en sucette, quoi. Donc, c'est plus lié, comme disait Christian, je pense, à une question de cadre et de comment dirais-je, de sentir les choses et de sentir qu'à un moment donné, bah, le travail est fini pour cette séance sur ce point-là, parce que c'est pas la peine, tout de suite, c'est pas mûr, quoi. Voilà. Et ça, c'est dans toutes les interventions, à mon avis, pas que celle-là. Enfin, c'est mon avis, hein, mais... Et quel est. Et Pardon. quelquefois, pardon. Oui, non, vas-y, Laurent, je t'en Non, prie. non, je disais justement, quand il y a ce genre d'agacement, peut-être que derrière, il y a une résistance et qu'on est C'est évident. dans une impasse et que c'est là, justement, où ça peut être intéressant. Donc, l'agacement peut être lié aussi parce qu'on touche quelque En chose de général, je suis sensible dans le d'accord. questionnement. En général, c'est ça, en fait. Quand la personne s'agace parce qu'on lui pose des questions, ce n'est pas les questions qui l'agacent, c'est qu'il y a une tâche aveugle, comme disait Christian, et qu'on tourne autour et qu'elle n'a pas du tout, pour l'instant, c'est pas mûr, quoi. Elle n'a pas du tout envie d'aller là-dedans, quoi. Mais justement, par rapport, excuse-moi, juste Abdelhakim, par rapport, là où c'est intéressant, peut-être que c'est la reformulation, parce que tout à l'heure, tu semblais dire qu'on ne prend pas conscience que le langage, il est là, il est quotidien, donc il est tellement automatique qu'on sait. On s'entend presque pas, quoi. Mais de reformuler justement comment ça peut résonner, c'est-à-dire quand le thérapeute reformule, puisque tu parlais qu'on n'est pas dans la description, mais on est dans la représentation. Oui. Donc, quand on reformule, j'imagine qu'en face, ce qui est intéressant, c'est que là, tout à coup, il peut y avoir une représentation que lui, il n'avait pas, tant que c'était à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire tant que c'était omis, tant que cette portion-là était cachée, en fait. La reformulation, elle intervient parce qu'il y a un élément qui a été omis, que ce soit sous la forme d'une généralisation, que ce soit sous la forme d'une distorsion ou d'une omission, peu importe, c'est un élément qui a été filtré, qui ne fait pas partie de la structure profonde, qui a été filtré par la structure profonde et qu'on va remettre. C'est pour ça que je disais que le métamodèle, c'est à double sens. Ça ne fait pas que décrire, ça fait aussi remettre des éléments. C'est-à-dire que la personne va se rendre compte que sa description, elle est incorrecte sur cette partie-là et qu'il manque quelque chose. Maintenant, c'est vrai ce que tu sembles dire, je ne sais pas si c'est ce que tu dis, mais moi, c'est très vrai, je l'observe, c'est que tant que l'on pose des questions, c'est intéressant pour nous, en tant que
questionneur. Mais ce n'est pas pour autant que la personne va réellement parfois comprendre ça, parce que si c'est vraiment une tâche aveugle, ça ne va pas suffire, hein, ça me semble très clair, ou alors il va falloir beaucoup insister et ça risque encore une fois de partir en vrille. En revanche, le fait justement de faire reformuler ou d'essayer habilement, avec élégance, comme dirait Christian, de faire un nouveau récit à la personne en essayant de voir quels sont les éléments qu'on peut lui donner en plus, ça va lui permettre de dire « Ah bah oui, ça vous est tous arrivé, j'imagine. Ah bah oui, je n'avais pas pensé à ça. Tiens, c'est marrant, je n'avais pas pensé à ça. » D'accord ? Je n'avais pas pensé à ça, ça veut dire bah, y a des choses qui ont été omises, et puis là, maintenant, je viens de m'en rendre compte. Ah bah oui, mais c'est vrai ça. C'est ça, on conscientise. C'est ça, hein, tu vois. Donc, il y a effectivement, dans ce cas-là, toujours le choix, enfin, c'est ce que Christian disait et qui me paraît très vrai, le choix du thérapeute, de savoir à quel moment il faut continuer avec les questions, à quel moment on peut faire reformuler la personne, à quel moment on peut lui demander de réexprimer ce qu'il dit et de l'examiner à nouveau frais, enfin, etc. À quel moment on peut laisser tomber aussi, parce qu'on a aussi ce choix-là, il faut l'avoir. Enfin, voilà. Tout ne peut pas se résoudre parfois avec la main. Ça, c'est la PNL selon Bandler, tout ça. Mais enfin, ça, dans la réalité, pour moi, ça ne marche pas comme ça, en tout cas. Ça n'a jamais marché comme ça. Et je ne suis pas Bandler. Savoir des choses que je ne sais pas. Voilà. Mais ça ne marche pas comme ça, pour moi. Mais c'est vrai, ce que tu dis est très vrai. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions. Oui. Moi, je voulais apporter un élément. Bon, je ne sais pas, parce qu'au-delà du recueillement, comme l'ont décrit pas mal de gens, moi aussi, j'étais persuadé que ce n'était pas simplement du recueillement et du questionnement. Oui. C'est au-delà de ça, je pense, parce qu'on y retrouve même du recadrage dedans. Bien sûr. Quand la personne tout à l'heure qui parlait, qui disait ils ont fait répéter à la personne, c'est justement pour compléter sa représentation. C'est une forme de recadrage. Et d'ailleurs, dans les questions du métamodèle, par moment, tu es amené à recadrer finement, au-delà du recadrage. Quand tu dis vraiment jamais, c'est-à-dire tu viens lui compléter, tu le recadres, tu allonges le cadre quelque part. Bien sûr. Mais vraiment, bon, ce soir, c'était très, très, très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris parce qu'on y retrouve même l'intention positive. Là c'est structure profonde, le comportement surface. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments là. Tu fais bien de parler du recadrage parce que je voulais en parler puis je l'ai oublié, mais le recadrage, c'est vraiment l'outil principal du métamodèle. Et dans leur livre Reframing, ils ne parlent que du métamodèle. Tu as tout à fait raison. Toutes les techniques de recadrage, en fait, sont faites à partir des techniques du métamodèle. Hein, tout à fait. Bah, écoute, pour te dire, moi, j'ai été formé par un élève à Bendler. Et je dois dire que dans le groupe, j'avais déjà dit ça à Christian, j'ai beaucoup appris parce qu'au début, en fait, il avait pas mal d'éléments de Bendler, mais il nous a vendu le métamodèle sous forme de recadrage. Et à l'époque, moi, quand j'ai lu un livre de Josiane de Saint-Paul, je ne comprenais pas trop. Là, c'est du recueillement, lui, il me parlait de recadrage. Et finalement, je retrouve beaucoup d'éléments maintenant de sa formation par rapport à ça, sauf qu'il n'a pas su le... Oui, il n'a pas su l'expliciter. Voilà. Il n'a pas su le rendre explicite. Pour lui, c'était ça. Mais c'est vrai que pour Bandler et Grinder, le métamodèle, c'était effectivement, comme tu le dis, du recueil d'informations, mais c'était avant tout leur principal moyen d'intervention, donc du recadrage. C'était leur principal moyen d'intervention pendant des années, en fait. Ben oui, parce que tu avec ça. Si le client, tu lui as ramené sa représentation supprimée. Voilà. Et le mot de recadrage est vachement intéressant parce que c'est d'abord une métaphore, hein, on est bien clair. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est dans le cadre et hors du cadre, c'est-à-dire en fait omission et présence. En fait, on est en plein dedans, quoi, je dirais. D'ailleurs, tu as dit, c'est d'abord une métaphore, soyons bien clairs. Comment? Bien, bah écoutez, je crois qu'on a pas mal avancé. Moi, je voulais parler des pistes d'évolution, mais je crois que ça sera peut-être pour une autre fois. Oui, je pense que... Moi, je pense qu'il y a vraiment encore matière à énormément de choses. Rien qu'avec ce que tu as apporté aujourd'hui, on pourrait encore faire 1 heure d'échange et de discussion. Oui, parce que j'ai plein d'exemples que je n'ai pas donnés, de choses que je n'ai pas données. Exactement, et probablement qu'on va essayer de voir pour arranger quelque chose dans ce sens-là.
Je pense effectivement, moi qui aime bien terminer à l'heure, qu'on a un peu dépassé. Il va falloir que je recadre ça aussi, violemment même. Je m'attendais à ce que ce soit intéressant et mes attentes ont été dépassées largement. On est carrément hors cadre de l'intérêt et du temps. Donc, ça, c'est formidable. Comme quoi, je dirais juste que je n'ai pas eu le temps. Mais maintenant, vous savez que c'est une métaphore. Maintenant, on a compris pourquoi. En tout cas, bon, pour ceux qui ont survécu et qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. À toi, Richard, merci infiniment. En fait, tu m'as fait remonter des sensations kinesthésiques du moment où j'ai fait ces bases, où j'avais vraiment eu cette impression de l'importance de ce modèle. Bon, c'était resté important, mais pas au point de raviver des ancrages presque corporels sur ce modèle. Je vais m'empresser de relire tous ces bouquins aussi vite fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose, mais sinon pour moi, on va en rester là parce que certains parmi vous, comme moi, n'ont pas encore mangé. Comme moi aussi. En tout cas, merci beaucoup, Richard, infiniment. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et il y aura une suite, c'est sûr. Il y aura une suite. J'espère. À bientôt.